Bonjour, un nouveau thème que nous allons voir ensemble ici aujourd'hui dans la continuité donc de l'exploration de la microbiologie sous un nouveau jour et des questions que pose donc la vaccination au regard de cet univers microbien, peut-être insuffisamment exploré, avec des chercheurs même d'il y a plusieurs décennies qui avaient pris certaines pistes, fait certaines recherches, certaines expériences, et les faits qui ont suivi ces expériences n'ont pas forcément été on n'en a pas forcément tenu compte dans la suite et notamment avec le dogme pasteurien comme nous l'avons vu tout au long de cette exploration avec tous ces exposés du docteur Yves Cousigou, ce dogme pasteurien qui s'est complètement imposé alors qu'il y avait d'autres théories et d'autres versions des observations de la microbiologie à l'époque, donc à l'époque de Louis Pasteur, à l'époque du professeur Antoine Béchamp, qui lui était physiologiste, chimiste et médecin. Louis Pasteur était chimiste, il a mené ses recherches assez tardivement sur la vaccination, dans sa cinquantaine à lui, dans les... aux environs de ses 55 ans, donc dit-on, et plus tard, bien sûr, il a commencé dans ces environs-là au niveau de ses recherches sur la vaccination. Et donc, le professeur Antoine Béchamp, qui lui était contemporain, qui a été un de ses professeurs remplaçants, notamment aussi, et qui avait une position totalement différente de celle de Pasteur et de ses théories. On le rappelle donc, et dans les vidéos précédentes, nous avons vu pas mal de choses autour de cette théorie pasteurienne, donc de la panspermie, de la sepsie cellulaire, des microbes uniquement exogènes, de ses expériences sur la bière et le développement des levures, et encore sur cette phobie des microbes qui a amené à cette manie vaccinale systématique du fait de les considérer comme uniquement exogènes et de ne pas regarder à l'intérieur s'il n'y a pas aussi des microbes endogènes. Nous avons donc en regard et en opposition à cette théorie pasteurienne vu le polymorphisme microbien et ses différentes phases, virose, bactériose, mycose, la nutrition des microbes, donc virus, bactéries, nos antibiotiques naturels, l'immunité vaccinale qui, pour ces chercheurs qui ne défendaient pas du tout la même position que celle de Pasteur, immunité vaccinale qui n'est pas l'équivalent de l'immunité naturelle, la difficulté hasardeuse de vouloir aussi montrer avec des statistiques que telle ou telle pratique, notamment la vaccination, a éradiqué les maladies. Encore la protection donc par les vaccins, est-ce bien une protection ou une contamination comme le posait en question le docteur Yves Cousigou? La déresponsabilisation des individus, autre facteur en conséquence de cette vaccination à tout va, c'est que plus personne ne fait attention à son milieu intérieur et les individus sont complètement déresponsabilisés quant à leur propre santé et notamment à tous les autres facteurs importants pour la santé, la nutrition, l'hygiène psycho-émotionnelle, on pourrait dire aussi, donc tout ce qui est du domaine de la pensée, des émotions, des sentiments, et encore donc la façon dont l'absence d'études en double aveugle concernant les vaccins pose un grave problème alors qu'on impose ce standard aux médicaments pour qu'ils obtiennent une autorisation de mise sur le marché, une AMM. On n'impose pas cette exigence aux études faites sur les vaccins. Il n'y a pas d'études faites en double aveugle avec un groupe placebo, totalement placebo et non pas avec quelques substances du vaccin comme l'hydroxyde d'aluminium qui serait donné au groupe placebo, auquel cas là on fausse aussi l'étude, ça a été fait à certains moments et ça a été dénoncé. Un placebo, c'est sans rien dedans, ou une substance qui pourrait mimer les effets mais qui ne fait pas partie de l'autre substance testée sur l'autre groupe, bien sûr. Dans cette continuité, nous nous posons la question ici avec le docteur Yves Cousigou.
Est-ce que donc la vaccination éradique complètement les maladies? Et ici, il pose une question en conséquence, en parallèle, et il pose même une observation. Il fait cette observation dans ce chapitre qui titre « La plupart des maladies sont récidivantes à plus ou moins longue échéance ». On va le voir donc au regard de l'immunité et de l'immunité vaccinale. On admet de plus en plus officiellement que les agents infectieux, bactéries, virus, sont capables de parasiter un organisme vivant sans provoquer de manifestations pathologiques apparentes à nos sens. La fréquence avec laquelle on découvre dans le sérum les témoignages prétendus immunologiques, réaction de Schick, entre parenthèses, SCHICK, donc de prétendus des témoignages prétendus immunologiques ou non d'infections antérieures méconnues, montrent que ces infections latentes répondent aux principes généraux de l'infection et que les malades ne sont jamais immunisés parce qu'ils présentent au contraire une infection chronique peu apparente mais pouvant avoir des résurgences plus ou moins fréquentes au cours de leur vie. On reprend donc, ça n'est pas parce qu'on constate dans le sérum des témoignages prétendument immunologiques ou non d'infections antérieures qu'il n'y a pas donc des infections latentes sur un mode chronique au plus long cours et moins visible qui continuent donc qui continue de se répandre et d'être là dans le corps, si on veut reprendre un petit peu différemment cette affirmation. Autrefois, le typhus était admis comme maladie immunisante, mais désormais, l'on doit reconnaître qu'elle ne l'est pas, puisqu'il est démontré qu'elle peut récidiver à plus ou moins longue échéance et que cette notion de résurgence peut s'étendre à toutes les autres rickettsioses. Donc c'est le classement de cette maladie, le typhus. On peut donc se poser la question en aparté, entre parenthèses, si on ne va pas d'ici quelques années, 1, 2, 3 décennies, observer que c'est finalement le cas aussi pour certaines maladies aujourd'hui décrétées immunisantes et on se rendra compte d'ici quelques années, quelques décennies qu'en fait, comme le typhus où on avait cru que c'était une maladie immunisante, aujourd'hui, celle qu'on croit immunisante, que ce soit alors le tétanos, on sait que le vaccin, la maladie n'est pas immunisante et on affirme à certains moments, à certains endroits, donc au niveau médical, que le vaccin saurait faire ce que la maladie, le tétanos, lui-même ne sait pas faire. Donc celle-là, on est sûr, au niveau naturel, elle n'est pas immunisante. Au niveau vaccinal, grande discussion. Le typhus, on pensait que c'était immunisant, on s'est aperçu plus tard que ça ne l'est pas. La rougeole, la diphtérie, la poliomyélite, où on décrète aujourd'hui que c'est immunisant, est-ce que ça le sera toujours d'ici quelques années, quelques décennies, où on aura avancé encore en connaissance dans la science immunologique et en microbiologie? La question donc reste posée avec cet exemple du typhus, où on pensait à un moment que oui, aujourd'hui on sait que non. Donc en 1992, date de cet écrit. Nous estimons qu'elle peut s'étendre à toutes les maladies, donc cette affirmation, cette résurgence, le fait que la maladie puisse ressurgir, on estime qu'elle peut s'étendre à toutes les maladies, naturelles ou vaccinales, et que ces récidives dépendent beaucoup des conditions nutritives que leurs agents infectieux trouvent sur le terrain morbide. On revient à chaque fois à cette notion de terrain. Pourquoi mon voisin fait cette maladie-là alors que l'on vit l'un à côté de l'autre? On a à peu près le même âge, on vit dans la même zone géographique, on est censé être exposé au même air. Pourquoi mon voisin fait la grippe et pas moi? Notion de terrain évoquée donc à chaque fois.
Ces résurgences, ces réveils fermentatifs de microbes parvenus dans l'organisme par contagion naturelle ou vaccinale peuvent être empêchés, retardés ou atténués par une alimentation rationnelle ou par l'utilisation d'antiseptiques qui pour nous doivent agir également par modification de l'équipement oligo-élémentaire du terrain nutritif, par des oligo-éléments donc. Ce sont donc des métaux à l'état de traces et autres substances du domaine minéral. Il y a les minéraux, les sels minéraux qui nous sont essentiels, et il y a aussi les oligoéléments en micronutrition ou en nutrithérapie pour rappel. Donc ici, le docteur Cousigou nous fait observer que ces résurgences et ces réveils fermentatifs de microbes parvenus dans l'organisme par contagion naturelle ou vaccinale peuvent être empêchés, retardés ou atténués par une alimentation rationnelle ou par l'utilisation d'antiseptiques qui pour nous doivent agir également par modification de l'équipement oligo-élémentaire du terrain nutritif. La quinine, par exemple, retarde la récidive fréquente des crises paludéennes. La pénicilline, comme le bismuth, etc., empêche la manifestation clinique de la syphilis, mais ne tue pas le tréponème. C'est deux choses différentes, empêcher la manifestation clinique et tuer un microbe. Comment on est sûr d'ailleurs qu'un microbe a été tué? La question reste sans arrêt débattue également. La streptomycine est bactériostatique mais ne tue pas les bacilles de corps d'origine endogène ou exogène. Le formol dans les anatoxines vaccinales met en vie latente les hymospores des toxines microbiennes. Les antibiotiques, d'une façon générale, par leur effet agglutinant, favorisent la formation des leucocytes spécifiques dans chaque maladie où ils sont actifs et accélèrent ou stabilisent la phase mycélienne, appelée aussi mycose. L'action des antiseptiques est variable selon qu'on l'utilise à titre prophylactique, donc en prévention, ou à divers stades du développement d'un germe pathogène, quand les symptômes sont apparents, les symptômes apparents d'une maladie donc. Et nous avons déjà exposé des faits prouvant que Béchamp a posé les bases scientifiques de la contagion, de l'asepsie. Donc à voir pour cela un article paru dans La Vie claire en décembre 1949 et en janvier 1960. Le professeur Béchamp est indéniablement le fondateur de l'enzymologie et de l'antisepsie qu'on utilisait bien avant Lister dans les hôpitaux de Montpellier par Mas, Pécholier, le professeur Estor, chirurgien, et plusieurs autres de ses disciples. Tous les chirurgiens devraient savoir que c'est le docteur Béchamp qui est le fondateur des méthodes antiseptiques et aseptiques qu'ils utilisent au cours de leurs opérations. Et pour s'en convaincre, il leur suffirait de lire l'exposé que Béchamp adressa le 27 mai 1867 à l'Académie des sciences au sujet de la protection des magnaneries, protection dont la méthode exposée peut être comparée à celle utilisée dans nos salles d'opération modernes. C'est un rappel important que nous donne ici, que nous procure le docteur Yves Cousigou. En conclusion donc, l'immunité n'existe à vrai dire pas, et ce n'est que la phase mycélienne du développement du microbe pathogène. Cette phase mycélienne, une troisième phase, donc si vous avez suivi les vidéos précédentes, cette phase mycélienne est une mycose qui peut, dans certaines conditions, être entrecoupée de rechutes fermentatives, la phase bactérienne,
constituant ce que l'on appelle récidive ou résurgence. Donc on peut passer d'une phase à une autre dans un sens, même si on est déjà arrivé à cette troisième phase, phase mycélienne, selon ce qui a été conclu ici par le docteur Yves Cousigou, l'organisme peut être en phase mycélienne au niveau de son immunité et repasser, c'est ce qu'on appellera récidive ou résurgence, en phase bactérienne. Ça n'est donc pas cloisonné et on ne peut pas non plus cloisonner les virus, les bactéries, chacun et chacune d'un côté. Il semblerait donc, en étudiant de manière vraiment assidue et détaillée le monde microbien, en prenant en compte les observations qui ont été faites et donc en se basant sur des données factuelles et non pas des interprétations, que l'un et l'autre puissent se métamorphoser et passer de l'un à l'autre, donc du virus à la bactérie, de la bactérie au mycélium, dans ces trois phases, donc virose, bactériose, mycose. C'est ainsi que le docteur Yves Cousigou conclut encore ses observations sur l'immunité qui n'existe à vrai dire pas, puisque des phases chroniques, des présences sans que les symptômes soient apparents, peuvent continuer quand les microbes sont dans cet état mycélien, dans cette phase mycélienne qu'on appelle aussi la mycose. D'où des récidives et des résurgences pour reformuler et reformuler encore. Ça n'est pas parce que l'on croit que le stade virus, le virus à ce stade observé en tant que virus a disparu, et dans le dogme pasteurien on affirme qu'on l'a tué, que la maladie en regard de ce virus a disparu. Simplement il a pu muter, se métamorphoser, passer à un autre état qui sera la phase bactériose, par exemple. Et selon les virus et les espèces de virus ou les espèces de bactéries, de manière plus ou moins fréquente en fonction des maladies qui y sont associées. Sachant que la maladie, ce qu'on appelle maladie et ensemble de symptômes, c'est en général la phase mycélienne. Voilà en conclusion de cette partie donc, où le docteur Yves Cousigou encore une fois nous fait observer que la plupart des maladies sont récidivantes à plus ou moins longue échéance tout au long de la vie d'un individu. On pourrait encore pousser plus loin cet exposé pour comprendre pourquoi il y a récidive de ces maladies et chez quel sujet il y aura plus de chances qu'il y ait des récidives ou pas, quelles sont les conditions que le terrain du sujet offre à ces récidives, qu'est-ce qui est réglé, qu'est-ce qui n'est pas réglé en santé globale, en santé holistique, dans une réflexion complète, bien au-delà de ne voir le monde microbien que dans un de ses aspects très restreints, cloisonné, cantonné en séparant les virus, les bactéries, les parasites même, et en ne voyant que des stades de maladies correspondant à des symptômes de la même façon isolés, alors qu'il y a des phases, des transformations et des métamorphoses, et que c'est toujours le même phénomène qui va et vient avec ce phénomène aussi de récidive ou de résurgence, ou pas, selon les individus et selon le terrain sur lequel ces microbes, ces micro-organismes trouvent à se nourrir ou pas. À très bientôt pour la suite et en vous souhaitant une bonne réflexion sur ces exposés, peut-être un peu ardus pour les personnes qui ne sont pas versées dans la microbiologie et dans l'immunologie. En tout cas, ça pose énormément de questions sur une théorie et un dogme sur lequel on fonctionne encore une fois depuis Pasteur, depuis 130 ans,
plus de 130 ans maintenant, et surtout ce qui a été laissé de côté, on ne le dira jamais assez, qui reste en suspens alors que des faits ont été observés et qu'ils doivent aussi être pris en compte pour comprendre le fonctionnement d'un organisme humain, le fonctionnement de l'immunité, en regard, est-ce que la vaccination c'est l'équivalent ou pas, toutes ces questions qui doivent encore trouver réponse et faire l'objet d'études. Nous ne pouvions pas à l'époque et nous ne pouvons toujours pas aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances en microbiologie et en immunologie, tirer des interprétations a prioristes, pour reprendre les termes qui ont été utilisés tout au long de cet exposé, faire de ces interprétations a prioristes des vérités absolues sur la façon dont fonctionne l'organisme humain, science qui est devenue la vaccinologie, qui impose des théories qui ne sont toujours pas absolument irréfutablement validées. Pour commenter encore cet exposé. À très bientôt!